Des étudiants ordinaires et des voyageurs ordinaires qui viennent vous raconter des histoires extraordinaires. Voilà. Bonsoir à tous, moi c'est Eli. Il y a un an, j'ai décidé de partir au Mexique et tous les gens autour de moi m'ont dit Eli, ne pars pas là-bas, c'est super dangereux, tu vas finir drogué, alcoolique, au pire, découpé en morceaux et fourré dans les tacos. Mais bon, au final, j'ai quand même décidé de partir et ce soir, je vais essayer de vous raconter pourquoi le Mexique, c'est le pays le plus dangereux du monde. Donc j'arrive au Mexique et je me rends compte que le premier danger au Mexique, c'est pas les gens, mais c'est la nourriture. Au Mexique, vous avez le choix entre de la sauce verte ou de la sauce rouge. Par principe de sécurité, vous prenez la verte, mais c'est fait avec le piment le plus puissant du monde. Et ça fait vraiment du mal par là où ça passe. Le deuxième danger, c'est la tequila. La tequila au Mexique, elle est très bonne, elle est partout et elle est pas chère. Et tout le monde en a tout le temps. Vous pensez que vous avez l'habitude avec l'alcool, vous prenez un verre, deux verres, vous oubliez tout, vous réveillez, vous allez manger des tacos. Et le mélange lendemain de tequila plus tacos, ça fait vraiment pas du bien. D'ailleurs, parlons des problèmes de digestion. L'estomac, c'est la principale victime de ces dangers. La tourista, la diarrhée pour les voyageurs, c'est vraiment le mot qui peut résumer mes 150 jours au Mexique. Je peux vous assurer que j'étais vraiment content de rentrer en France après ça. Mais bon, j'ai quand même dû m'installer au Mexique, et du coup, je me suis mis avec des étrangers en colocation. Donc voilà mes colocataires. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre problème au Mexique, c'était le voisinage. C'est-à-dire que mon voisin n'aimait pas les étrangers et il n'aimait pas les étudiants. J'ai vite compris quand on a eu quelques discussions avec lui, mais je le remercie quand même, car grâce à lui, j'ai appris j'ai appris beaucoup d'insultes mexicaines. Bref, 4 mois sont passés à étudier, parce que j'ai quand même étudié au Mexique, et on a décidé de voyager un peu plus profond dans le Mexique pour voir si c'était vraiment dangereux. Donc on part avec 2 amis à moi, avec pour seule protection nos gros abdos et nos bras super musclés. Quand vous commencez un voyage, ce que vous faites en premier, c'est du stop. Le stop au Mexique, c'est vraiment pas conseillé. Le faire de nuit, c'est vraiment se dire qu'on commence à chercher les emmerdes. Ce jour-là, on est parti à 18 h, on en avait normalement pour 30 minutes, on a fini à 22 h, de nuit, on savait pas où dormir et on savait pas où manger. Mais dans ces moments-là où on est vraiment dans la galère, c'est là qu'on fait les rencontres les plus inoubliables. Il faut savoir que les gens d'Amérique centrale, ils ont vraiment le cœur sur la main. Et si on vous retrouve à 22 h dans la nuit et vous ne savez pas où dormir, ils seront toujours là pour vous aider et pour vous passer à manger. C'est pour ça que ces voyages, comme au Mexique, restent des voyages vraiment inoubliables. Bref, passé la séquence émotion, on va revenir au danger du Mexique. Le danger au Mexique, c'est aussi les animaux. Ce jour-là, un guide nous a dit de nous asseoir sur cette petite branche, en plein milieu d'une mangrove, pour pouvoir voir des crocodiles à 1 mètre de distance. Forcément, on y est allé, mais l'anecdote, c'est que 20 minutes après ça, on a vécu un tremblement de terre magnitude 6.4. Imaginez, 2 minutes avant, on aurait fini un morceau de viande pour des crocodiles. Bref, après cette aventure, on part au Guatemala. La frontière Mexique-Guatemala, c'est la frontière la plus passoire du monde. Vous pouvez rentrer sans passeport, il n'y a aucun agent de sécurité, et les seules personnes qui vous parlent, c'est 50 Guatémaltèques qui vous disent qu'ils vont s'occuper de votre passeport. Du coup, vous prenez vite un taxi pour aller à la station de bus. La station de bus au Guatemala, parlons-en. Les bus au Guatemala, c'est ça, les chicken bus. À la base, c'était fait pour entasser les poulets. Aujourd'hui, c'est fait pour entasser les humains. Donc vous rentrez à l'intérieur, musique latino à fond, il y a 50 Guatémaltèques autour de vous, le chauffeur est conduit à fond. De toute façon, vous avez une chance sur deux de ne pas arriver à destination ou d'avoir un problème avec le bus et de devoir faire du stop par la suite. Bref, 4 semaines sont passées après notre voyage, 2 amis français nous ont rejoints. Et vu que ça faisait 5 mois qu'on ne les a pas vus, on décide de boire des bières, on finit à 2 h du matin. À 3 h du matin, on va escalader ce fameux volcan. Si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas d'ascension un lendemain de soirée, donc encore alcoolisé, avec une seule heure de sommeil dans votre corps. Bref, on veut toucher enfin le danger du bout des doigts. On a la chance de nager avec des requins affamés et aidés. Je vous rassure tout de suite, les requins n'avaient même pas de dents, donc tout ce qui est danger, on peut oublier de suite. Donc on se dit quand même, après 5 semaines, qu'on est vraiment invincible et que le Mexique ne va pas nous atteindre.
Petit challenge donc, escalader le mont le plus haut du Mexique, 5700 mètres, sans entraînement et avec une hygiène de vie qui est quand même très loin de celle du sportif. Je vous rassure, ça fait quand même assez mal. Donc là, c'est mon ami qui a décidé de faire une sieste de 15 minutes à 5200 mètres, sous moins 15 degrés, pendant une tempête de neige. Le voyage, c'est beaucoup de galères et la principale galère, c'est quand même la galère de l'argent. Il faut savoir qu'une semaine avant la fin de notre voyage, on était 4, on avait une seule carte bleue, elle ne marchait pas et on n'avait aucun argent liquide. Mais bon, à ce moment-là, on essaye de croire en quelque chose et c'est à ce moment-là qu'on a découvert le karma. Le karma, c'est quoi? Le karma, c'est quand vous êtes en plein milieu du Mexique, il vous reste une semaine à tenir et un Mexicain vous dit « J'ai besoin de vous pour prendre des photos pour promouvoir le tourisme au Mexique. » La seule chose que vous avez à faire, c'est manger. En plus de ça, il vous offre un voyage dans les cités mayas gratuitement et il vous offre le resto le plus cher que vous avez eu à manger au Mexique. Le karma, c'est quoi aussi? C'est quand vous êtes le 25 décembre, vous ne savez pas où dormir, vous ne savez pas où manger et au final, vous vous retrouvez dans une auberge tenue par des Français. Ça veut dire vin rouge et de la nourriture. On a eu du chevreuil sauvage à manger. C'est dans ce moment-là qu'on passe vraiment des soirées avec sa seconde famille et c'est ça aussi qui fait vraiment le plaisir du voyage. Au bout de ce voyage, j'ai quand même compris que le Mexique, c'était vraiment pas le pays le plus dangereux du monde. Et j'ai appris autre chose, c'est la définition du mot courage. Et pour définir ce mot, j'aimerais citer cet illustre poète, Monsieur Théogal, qui m'a dit un jour, Élie, le courage c'est quoi? Élie, le courage c'est oser péter quand on a la diarrhée. Bonsoir à tous. Alors, je pense que partir en Erasmus, c'est déjà une belle expérience, mais partir à 3000 km avec 2 fauteuils et un labrador de 2 ans, c'est une sacrée aventure. Mes proches étaient au début un peu inquiets quand je leur disais que je voulais partir en semestre à l'étranger, mais j'ai franchi le cap et pour moi, le handicap ne devait pas être un frein. C'est pourquoi je suis parti en Finlande au semestre dernier. La Finlande, c'est le pays qu'on confond toujours avec la Suède et la Norvège. Bon, malgré ça, comme un Toulousain et un Bordelais, il ne faut jamais dire à un Finlandais qu'il est suédois. Les gens me demandent continuellement pourquoi je suis parti en Finlande. Je leur réponds souvent que c'est un pays très nature, des paysans, avec de magnifiques lacs et forêts. C'est aussi le pays du sauna nu, évidemment. Et il y a autant de saunas que d'habitants, à savoir environ 4 millions de saunas en Finlande. C'est aussi le pays où on peut passer de 90 degrés à moins 20 degrés en moins de 5 secondes, et on peut galérer à faire 10 mètres en fauteuil sous la neige par moins 20 degrés. Et si je dois vraiment être honnête avec vous, si je suis parti en Finlande, je suis un peu parti. Donc voilà, en fait, je suis surtout parti pour le système d'éducation réputé et pour les randonnées en forêt que je pratique tous les 2 jours. Bon, maintenant que je vais perdre toute attention masculine pendant 20 secondes, je peux aussi vous dire que la Finlande, c'est des gens très aidants, gentils, même s'ils sont un peu froids au début. C'est aussi le pays de la bière à 9 € et de la nuit à 15 h. Et c'est des gens qui parlent parfaitement anglais. Et heureusement d'ailleurs, car ça, c'est le chinois, ou comment sortir l'alphabet complet pour dire hamburger. J'ai d'ailleurs fait un semestre de finnois et j'arrivais toujours pas à aligner 2 phrases à la fin de mon séjour. Vu que j'adore voyager, on a aussi fait la Russie. Et une chose qui m'a frappé en arrivant en Russie, c'est que Poutine est partout. Poutine et Obama, Poutine à la mer, à la neige, Poutine à la montagne. En fait, c'est un peu la série des Martines, mais version russe. J'ai aussi pu tester l'accessibilité à la Russie. Et on peut dire que c'est assez rustique. C'est un mélange de roller coaster et de river splash. Je n'ai pas testé ce genre de dessin dans le métro qui aurait pu, je pense, emmener directement dans la rame. J'ai aussi pas vu un seul fauteuil de 8 jours en Russie. Les gens me prenaient un peu pour un zombie, c'était assez bizarre. Mais bon, ça fait partie du charme à la Russie. Il y a des trucs un peu plus cool en Russie, comme par exemple pouvoir louer une limousine pour quasiment rien et faire le tour de la ville au champagne russe. C'est quelque chose qui est assez commun là, mais que j'avais jamais testé et qui est vraiment kiffant.
Il y a d'autres trucs assez typiques en Russie, comme par exemple les repas russes. Donc un repas russe, c'est 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Jusque-là, 6 plats, ça reste assez classique comme en France. À ça, vous ajoutez un shooter de vodka entre chaque plat. Là, ça se complique un peu. Il faut savoir que les Russes ont une vision du shooter assez bizarre, qui doit faire à peu près un demi-verre. Donc je vous laisse imaginer mon état à la fin du repas. Au final, la Russie, c'est surtout un pays avec des magnifiques paysages, comme on peut voir ici sur la place rouge à Moscou. D'ailleurs, là, je faisais mon fier en petit pull, et j'étais, je pense, le seul mec en pull sur toute la place rouge par moins de degrés. Mais j'ai bien failli crever sur cette place, tellement il fait froid. J'espérais un bouche à bouche de Poutine, mais j'ai pas eu le droit. Et puis, juste le temps de revenir en Finlande, l'hiver s'installait, et après être monté en haut d'une piste de saut à ski pour s'isoler de la lumière, on a pu assister à un magnifique spectacle d'aurore boréale. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire en arrivant là-bas, et je suis vraiment content d'avoir pu en profiter car c'est juste sublime. On est aussi allé en Hongrie, à Budapest. Budapest, c'est les bancs droits, les balades sur le Danube, c'est vraiment génial. Je remercie d'ailleurs Corentin qui m'a aidé à descendre les 500 marches depuis dans au fauteuil. Par contre, je remercie un peu moins le couple de Hongrois qui nous a conseillé un trajet soi-disant très accessible en fauteuil en métro et qui au final nous a obligés à descendre et monter 3 escaliers pour rentrer chez nous. On est aussi allé à Tallinn en Estonie. Tallinn, c'est une petite cité médiévale magnifique avec des super crêpes salées à 2 €. Ouais, la bouffe française commençait vraiment à me manquer. Mais Tallinn, c'est en Estonie, comme je vous ai dit. Et l'Estonie, c'est un ancien pays de l'URSS. Et qui dit pays de l'URSS dit grand amour pour l'alcool. C'est donc commun là-bas de voir sur la porte des toilettes le numéro d'urgence des pompiers en cas de trop plein de vodka ou autre substance alcoolisée. Et puis juste le temps de rentrer en Finlande parce qu'on avait 2-3 partiels à faire et je crois qu'on était venus pour ça à la base. Et puis on est reparti. Cette fois-ci, direction un énorme bateau avec des bars à cigares, des boîtes de Milligogo Densud et arrivé le lendemain matin à Stockholm en Suède. Il faut savoir que Stockholm a été élue la ville la plus accessible du monde en fauteuil et je crois que rien que pour ça, ça a été la ville préférée de Corentin. Et puis Erasmus, c'est avant tout des rencontres et pouvoir parler avec des gens du monde entier. C'est aussi l'occasion de perdre sa carte bleue en boîte de nuit, de plus s'en rappeler 2 minutes après, puis d'être trop content que le DJ crie ton nom avec un super accent finnois, alors qu'en fait il voulait juste te rendre ta carte. Bon, la nourriture finlandaise c'est super bon, le saumon, le Rhein c'est génial, mais on en fait vite le tour. Alors quel plaisir quand on a reçu 2 colis venant tout droit de France avec que des produits du sud-ouest. Je crois d'ailleurs que j'avais jamais mangé autant de forêt avant Noël que pendant mon séjour là-bas. Et puis bon, juste le temps d'aller à Helsinki, la capitale de la Finlande, de faire le plein de souvenirs pour la famille et les amis, et de se dire que c'était déjà passé trop vite. Au final, c'était 5 mois, 5 pays, un 5e semestre validé et des souvenirs plein la tête. Et puis bon, ça nous a tellement plu que normalement on remet ça le semestre prochain à Barcelone. Voilà, merci. Je dis mais parce que j'en ai fait 2. Oui, à l'INSA, c'est possible. Je suis donc partie 1 an. C'est vrai que partir 1 an, on appréhende un peu, mais j'étais tellement enthousiasmée et excitée de partir que j'ai pas trop eu peur. Et du coup, je suis partie, je savais pas trop au début, et pour les semestres à l'étranger, faire un choix, je savais pas trop parler anglais, parler espagnol. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire les 2. Je suis donc partie en Asie, en Malaisie, un pays que finalement je ne connaissais pas trop. Et l'arrivée à l'université n'a pas été une mince surprise. Bon, ça c'est mon université.
On a été accueillis par des gâteaux banane, chocolat, fromage. Donc là, vous me demandez sûrement pourquoi mettre du fromage dans des gâteaux au chocolat. Et puis bon, on est français, du coup, ils ont essayé de nous faire plaisir. Raté. Mais du coup, après l'épisode fromage, notre buddy nous a fait découvrir nos splendides résidences. Donc imaginez-vous dans un immeuble de 6 étages type R1, tout seul, parce que les filles et les garçons s'est séparés en Malaisie et qu'en plus, quand vous arrivez, c'est les vacances. Et rien autour, à part des singes susceptibles de vous voler vos affaires si vous laissez la fenêtre ouverte. Donc vous imaginez l'état dans lequel j'étais. Bon, finalement, j'ai trouvé une colocation. Mes roommates, 3 chinoises. Bon, je vous avoue que je me sentais pas trop bien au début parce que je ne comprenais rien quand elles parlaient. Et j'ai eu le droit à quelques nouilles au petit déjeuner, mais au final, c'était vraiment une expérience géniale. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette coloc. La Malaisie, c'est vraiment... ils ont vraiment un rythme différent du nôtre. Le matin, c'est levé 5 heures pour la prière, et avec le chant du muezzin. Et du coup, heureusement, mes colocs, c'était pas le cas, elles n'étaient pas musulmanes, donc je m'entendais plutôt bien avec elles sur les grasses matinées. Et au bout de quelques jours, on n'entendait même plus, on faisait même plus attention au muezzin, les 5 prières par jour. Finalement, la Malaisie, il faut savoir que c'est 50% des personnes qui sont indiennes et chinoises, et du coup, on se retrouve avec 1 million de personnes devant son auberge de jeunesse, comme ça, avec des pics dans les joues et des harpons dans le dos, c'est Thai Pusam, voilà. Sinon, niveau gastronomie, on a eu l'occasion de découvrir plein de plats typiques, et aussi des fruits typiques, vraiment très bons, tous, sauf un qui s'appelle le durian, et qui a une odeur tellement ignoble qu'il est interdit de le consommer dans les hôtels et dans les bus, donc je vous laisse imaginer l'odeur. Et sinon, la vie au campus, c'était pas trop ça, il n'y avait pas trop la fête, du coup nous on en profitait pour partir tous les week-ends, voyager dans ce pays vraiment magnifique, au programme de la plage, de la plongée, des tours des îles, du trek et du scooter. Du coup c'était vraiment le paradis. Mais voilà, au bout de 6 mois, il est temps de partir, de dire au revoir, des au revoir difficiles à des gens qui étaient devenus une famille. Mais pas la fin pour moi, à peine le temps de rentrer en France, de dire bonjour, au revoir, et 2 jours plus tard, je repartais pour un nouveau continent en direction de l'Argentine. Donc si 40 heures de vol d'affilée, c'est pas facile, passer de l'anglais à l'espagnol, ça l'a été encore moins. Surtout avec l'accent argentin, les yo qui deviennent des chos, leurs expressions chiboludo et tout ça, c'était pas évident. Mais donc moi j'ai pas été à Buenos Aires, j'ai été dans une ville qui s'appelle Rosario. C'est un peu plus petit mais c'est quand même assez grand. Et l'avantage c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de français. Du coup c'était vraiment l'immersion totale, obligé de parler espagnol, donc c'est venu assez vite, la langue. Et du coup, nous, on a trouvé facilement une auberge de jeunesse. Il y avait vraiment une super ambiance. Il y avait une piscine. Du coup, on s'est dit, allez, on va passer le semestre ici. Alors, il faut savoir qu'en Argentine, c'est assez courant de passer son semestre dans des grandes maisons avec plein de personnes étrangères ou dans des auberges. Du coup, nous, elle était vraiment pas loin de la fac, donc on s'est dit, c'est vraiment la bonne occasion. Du coup, c'est ce qu'on a fait. En parlant de fac, l'Argentine, t'arrives 15 minutes en retard et t'es quand même en avance par rapport aux profs. Du coup, on était toujours les premiers, mais de toute façon, c'était pas très difficile vu qu'on était 4, 5 ou 6 en classe. Donc voilà, c'est un petit peu difficile de sécher sans se faire voir, mais bon, c'est tout de suite plus convivial. Et la convivialité en Argentine, c'est vraiment un mot important, et ça se voit dans leur culture avec par exemple le maté, cette infusion amère que tous les Argentins partagent à longueur de journée, même en classe, et aussi toutes les chansons latino qui rapprochent vraiment les gens. Donc quand les week-ends on dansait pas la cumbia jusqu'à 8h du matin, on partait voyager ce pays vraiment immense, et je dis immense parce qu'on se sent vraiment petit à côté, et on s'en rend compte surtout quand on a 30 heures de bus pour aller d'une ville à une autre. C'est assez impressionnant, mais au final ça vaut vraiment le coup. On en a pris plein la vue, des glaciers, des montagnes, des déserts, des lacs de sel, c'est vraiment magnifique. Et au final, ce qui a le plus forgé mon semestre, c'est vraiment les rencontres, les amitiés. Donc ça, c'est mes amies brésiliennes de l'auberge.
Et au final, c'est elles qui ont fait mon semestre, c'est elles qui me manquent le plus. Donc voilà. Au final, cette année à l'étranger m'aura énormément changé, m'aura énormément appris. Et j'aurai rencontré des personnes extraordinaires, vu des choses magnifiques. Et le retour en France, bien que difficile, n'en est que plus appréciable. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques temps, on n'a qu'une seule envie, c'est de repartir. Voilà, merci beaucoup. Salut à tous. Alors moi, pour mon semestre Erasmus, je savais pas trop si je voulais aller en Asie ou en Europe, et du coup j'ai choisi de faire les deux en même temps. Et c'est comme ça qu'après un petit voyage en train, avec Mehdi et Julien, on s'est retrouvés à Istanbul pendant 6 mois, la seule ville qui est sur 2 continents en même temps. Et je vais essayer de vous présenter un peu ma vie là-bas. Donc alors moi, je sais pas vous, mais quand je suis arrivé à Istanbul, je connaissais pas du tout, et j'ai halluciné. C'est immense, il y a 17 millions d'habitants, il faut 2 heures de voiture d'autoroute pour la traverser. Donc plein de choses à visiter, on s'est dit il faut pas perdre de temps, et le premier truc qu'on a fait c'est dormir pendant 3 jours à l'auberge pour récupérer du voyage, donc c'était raté. Après ça, il a quand même fallu trouver un appart, et donc là on a débarqué dans une méga coloc, avec un couple de Turcs trop chaleureux, et on a comme ça pu rencontrer leur amie, par exemple la voyante, qui m'a prédit que la maison serait agrandie à mon retour en France. Bon, elle s'est trompée, je lui en veux pas, mais elle était quand même bien marrante. On est arrivé en été, 35 degrés, donc première nuit, je laisse ma fenêtre ouverte, normal. Et à 5h du matin, je me suis réveillé quand les 4000 mosquées d'Istanbul, parce qu'il y en a bien 4000, j'ai vérifié, elles ont chanté en même temps. Du coup, j'ai fermé la fenêtre après. Et en vrai ouais, les mosquées, moi, j'en avais jamais vu avant, mais les visiter, c'est devenu un vrai plaisir. Genre, sans se convertir, on peut aller profiter d'un sentiment de sérénité immense. Et voilà, et marcher en chaussettes sur de la moquette, c'est vraiment un sentiment qui vient sur le point sur sa vie. Hein. Je sais pas si vous voyez. C'est assez particulier, mais du coup, on n'est toujours pas convertis. Bon, on n'a pas fait que des mosquées pendant ces 6 mois, on a quand même dû aller en cours. Alors, les cours à Istanbul, on a débarqué, la fac, c'était immense. Ça fait la taille de ma ville natale, 45 000 étudiants, donc forcément, on s'est perdu le premier jour. On est arrivé 30 minutes en retard, mais on a eu de la chance, le prof lui il avait 1h30 de retard, donc on s'en est bien sorti. Donc les cours à Istanbul, ils étaient quand même en anglais, enfin globalement en anglais, mais on a fait le choix d'apprendre le turc pour mieux s'intégrer. Alors le turc c'est une langue qui peut paraître compliquée, mais des fois elle est assez facile, elle est pleine de surprises, notamment quand ils ont trouvé des mots français qu'ils ont écrits phonétiquement en fait. Donc je vous laisse deviner comment on écrit maquillage en 6 lettres. Parce que le turc c'est ultra pratique et je dis pas l'assentiment quand vous pouvez commander votre kebab en turc, parce que la Turquie c'est le pays des kebabs, mais il y en a partout à foison et pas cher. Donc on s'est dit qu'on allait être raisonnable, et c'est après on a mangé 2 par jour pendant 1 mois qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on se mette à cuisiner, sinon on allait grossir. Et là, nos colocs qui nous avaient tout appris, nous ont convertis au cavalteux. C'est le petit déjeuner turc en gros, et ça consiste à mettre tout ce qui traîne sur la table, à faire frire tous les légumes possibles dans l'huile, entre 9h et 16h le week-end, en fonction de la soirée qu'il y a eu la veille. Et c'est un moment ultra convivial qui permet de tout partager, et ça manque pas mal en France quand même. Et on peut pas parler de la nourriture turque sans parler du thé, c'est vraiment omniprésent, à tel point que par exemple, en cours, on avait un petit monsieur des fois qui débarquait avec son plateau, et il venait nous faire le service, il nous posait notre tasse de thé, il repartait, et c'était absolument normal pour les gens. Et avec notre colloque exigeant, en 6 mois, on a quand même réussi à faire du thé turc, donc grâce à ça, on lui est très reconnaissant. Mais bon, la vie à Istanbul, c'est pas toujours rose, et on a pu se rendre compte de pas mal d'enjeux géopolitiques. Ça, c'est depuis notre fenêtre, et c'est pas comme à la télé, notre maison, elle s'est fait gazer au lacrymo pendant que les Kurdes y manifestaient pour leur survie à Kobané. Et on a même participé en tapant sur des casseroles au balcon avec toute la ville, ça résonnait partout, et je crois que c'est un des moments les plus marquants de ma vie. Mais bon, les Turcs, face aux grosses répressions, ils savent quand même exprimer leur colère différemment.
Et par exemple, ils ont repeint tous les escaliers de la ville en arc-en-ciel. Et c'est une belle manière de montrer leur mécontentement. Alors là, normalement, il y a une photo. Vous allez voir, c'est pas aussi paradisiaque que ça en a l'air. Vous allez se dire, c'est un petit voyage dans les îles de la Méditerranée, mais en fait, pas du tout. C'est toujours à Istanbul. C'est à 30 minutes de bateau, parce que le bateau, c'est un mode de déplacement normal, ça coûte 30 centimes. Et ça permet d'aller, après les courses, détendre sur des petites îles un peu comme ça, où il n'y a pas de voiture, où l'eau est bleue azur, mais c'est vraiment super sympa. Ah oui, parce que Istanbul, en fait, c'est beaucoup de moyens de transport. Et pour s'adapter au chaos, c'est pas toujours facile. Par exemple, ils ont inventé un concept, c'est le dolmuş. C'est un mélange entre le taxi et le bus, il y a une ligne, sauf que tu descends où on veut. Enfin, on descend où on veut. Et un jour, on a voulu descendre, le mec s'est arrêté, il a fait bah, allez-y, descendez, sauf que c'était la voie de gauche d'un périph' à 4 voies embouteillées. Et je n'ai pas la galère pour rejoindre le peloton. Donc ça, c'est Istanbul, ben, ça dure 6 mois, mais ça dure aussi toute la nuit, parce que c'est vivant tout le temps. Et même à 3h du matin, par exemple, on peut aller chez le coiffeur. Bon, après une soirée, c'est pas toujours une bonne idée. On peut aller faire ses courses si on n'a plus de petit déjeuner, ou on peut continuer à danser toute la nuit avec les musiciens traditionnels, donc c'est clairement une ville qui dort jamais. Ah ouais, alors ça c'est un chat, ouais, parce qu'à Istanbul, il paraît qu'il y a autant de chats que d'habitants. Je sais pas si c'est vrai, mais ça fait vraiment beaucoup de chats. Et ce qui nous a plu, c'est que les chats, en fait, ils sont un peu comme les Stambouliotes, genre ils sont ultra zen, décontractés. On dirait qu'il n'y a jamais de problème avec les chats comme avec les Turcs. Donc ça, c'est un concept qui nous a beaucoup séduit. Si je devais résumer Istanbul en une photo, ça serait celle-là. Savoir profiter de la vie à chaque instant et jouer au backgammon en toutes circonstances, parce que le backgammon, c'est un peu le sport national turc, et ça se joue même au bar apparemment, et ça on a continué d'y jouer après en France, et si vous y allez, vous avez intérêt à savoir y jouer. Non, en vrai, sans plaisanter, en plus d'avoir découvert un pays formidable en Turquie, on a surtout découvert des gens incroyables qui nous ont un peu catapultés dans leur quotidien, et pour ça on les remerciera jamais assez. Donc moi j'ai une chose à vous dire, si vous partez en Turquie, et c'est valable partout, allez vivre avec les gens et rencontrez-les parce que ça vaut la peine d'être vécu et ça change une vie. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Shimoun, et moi mon voyage, au lieu de vous en parler, je vais essayer de vous le raconter un peu différemment. Disco Partizani, Chantel featuring the Baba Markovic Orchestra.
Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Gustavo et aujourd'hui, je suis venu ici vous parler de mon voyage de 12 ans à l'autre bout du monde, qui a commencé depuis juillet dernier, alors que je suis parti de São Paulo au Brésil jusqu'à ici. Donc, pour moi, la France est le pays de l'amour, du vin et du oh là là. Et moi, je voudrais regarder cela de mes propres yeux. Donc, je vais vous présenter ce qui m'a touché pendant mes premiers mois à l'INSA. Donc, prenez-moi pas au sérieux, c'est que mon point de vue. Et si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous pouvez venir écouter avec moi, peut-être avec une bière, au PK. Pour venir tout dire ici, mon gouvernement, le gouvernement du Brésil, est vraiment généreux. Et j'ai sur la bourse de toute Brafitech. Et oui, j'ai suis chanceux car j'ai plus de ressources que si j'étais au Brésil. Donc, j'ai pu profiter de mes études ici, vous voyez, je peux. Oui. Et pour moi, la France est un peu des belles monuments et paysages. La France est au milieu de l'Europe. Et cela a été l'opportunité parfaite pour moi de connaître un peu les vieux continents. Après tout, la distance d'aller du nord au sud du Brésil est la même qu'elle de Lisbonne à Moscou. Et au début, ce que j'ai aperçu, c'est que les Français en cours sont peu froids et distants. Mais tout ça change quand la nuit tombe et des bières sortent. Et je peux dire que les soirées françaises sont toujours chaudes et vraiment intéressantes. Et en parlant des premiers contacts, on voit... Au début, c'était qu'une blague. Et après 5 mois d'échange, mes amis ont enfin le plaisir de voir ces nobles étoiles. Traumatisé, mon ami a décrit les besoins avec un seul mot. Mec, c'était dégueulasse. Et oui, c'est un cliché. Mais au Brésil, on aime bien aller à la plage pendant les vacances. Mais ici en France, j'ai découvert les randonnées en montagne. Quel plaisir hivernal, seul dans la nature. C'est dépassé, transpirer pour avoir une belle vue. C'est génial. Et... Les filles et les mecs partagent la même toilette, ça c'est bizarre pour les Brésiliens. Une fois, je suis allé laver mes mains ici en toilette avec ça, et j'avoue cette fille, mais qu'est-ce qu'elle fera? Alors, qu'est-ce que moi je ferai? Enfin, après tout, j'ai tout compris. La France est le pays de liberté, égalité, fraternité, non? Et ouais, mon pays me manque. Non, mais c'est pas ça qui me faisait. Mon pays me manque. Et la politesse aussi. J'avoue ce type qui s'est mouché en plein coup. Alors, pour des respect, quoi, les pauvres parlent. Et ça fait beaucoup de bruit. Mais j'ai dit ça parce qu'au Brésil, c'est un peu impoli de se moucher comme ça. Et en parlant de la politesse, quand vous dites qu'au Brésil, on parle des Brésiliens, ça montre que vous ne connaissez pas du tout le Brésil. Là, on ne parle pas des Brésiliens, ça n'existait pas. On parle des Portugais, même que celui est différent du Portugais de Portugal. Et aussi, une chose que j'ai aperçu des Français, c'est que vous avez les réels désirs de l'indépendance. Vous quittez votre grande maison pour habiter dans un 9 mètres carrés comme celui-là. Mais ouais, mais vous pouvez même pas écarter ton bras sans toucher les voisins. Mais moi, je comprends ça aussi. Au Brésil, je voudrais vivre la vie étudiante et j'ai choisi d'habiter dans une colocation. Ouais, moi, j'habitais là-bas et c'était un des meilleurs temps de ma vie. Avoir toujours quelqu'un pour prendre un verre, parler n'importe quoi jusqu'à 4h du mat, jouer au tennis indoor et descendre des escaliers sur des matelas. Ouais, à côté, mon chemin autorisé me paraît un peu triste. Et les Français aussi, ils aiment beaucoup la musique électronique. Moi, je la trouve sympa pendant les 15 premières minutes. Et c'est pour ça qu'on aime bien aller à la tantina, free shot, danser sur les tables et grande variété de musique. C'est génial, non? Et malheureusement, ils n'ont pas un pied pour dire ça. Et aussi, on connaît un couple qui ont aimé la cachaça que j'ai mis du Brésil. Et un bon hôte, ils ont offert une boisson blanche un peu bizarre. Un peu invité, j'ai commencé à boire, mais dès qu'il a vu ma tête pour finir le verre, il a dit « Ouais, mais la moitié des Français aiment beaucoup les pastilles. Moi aussi, moi bien sûr, j'ai fait partie de l'autre moitié. » Et au-delà de mes premiers mois difficiles ici, et putain, comment vous parlez vite, surtout vous, c'était impossible de vous comprendre de vous. Ouais, mais mes expériences ici en France se passent très bien. Mes collègues de classe et aussi mes amis français sont vraiment sympas.
Et j'ai pu voyager dans 7 pays différents. J'ai pu dire que vous avez la chance d'habiter en Europe. Et après ma famille, après la nourriture, mes amis et le soleil pendant toute l'année, être 12 ans loin de ma famille, c'est la partie qui me manque le plus. C'est eux qui me donnent la force quand j'ai besoin. Mais même là, ils sont toujours présents. Et aussi, mes amis à Toulouse sont devenus comme ma nouvelle famille. Donc, au Brésil, on a les plus grandes universités de l'Amérique latine. Donc, si vous voulez connaître un lieu vraiment vivant, des jeunes chaleureux, je vous invite à aller là-bas et étudier au Brésil. Merci beaucoup, muito obrigado. À Montréal, donc voici Montréal. Franchement, en arrivant, j'ai cru que j'allais complètement me perdre dans cette immensité. Donc d'abord, j'ai appris que c'était juste une île, je savais même pas au début. Et j'ai vécu dans le downtown et je me suis rendu compte que c'était vraiment à taille humaine. Donc au final, je suis vraiment tombée en amour avec cette ville parce qu'elle m'a permis d'assouvir ma soif de vie et m'a fait découvrir le calme qui règne sous les Arabes. Donc premier petit périple, j'ai un peu découvert les alentours et je suis débarquée à Toronto. Donc c'est une ville faite plein de contrastes, c'est-à-dire que c'est l'été, ça tape dur, coup de soleil, baignade, pique-nique sur du sable fin. Vous voyez, c'est vraiment en contraste avec une ville jonchée de buildings. Et après, à pop Crawl, on allait se rincer au chute Niagara, c'était plutôt plaisant, je vous l'avoue. Ensuite, on a débarqué à Québec. Alors là, ça se voit pas, mais bon, il y avait les balances d'ACDC, ça a franchement bercé notre sieste, très sympa. On a continué le voyage, on est un peu monté vers le nord, et on a atterri dans une auberge de hippie, à base de ukulélé au bord du feu, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on se rend vite compte que les Québécois sont très accueillants, chaleureux et surtout très festifs. Bon voilà, fini les vacances, les cours recommencent. C'est encore l'été et l'île de Notre-Dame, qui est juste à côté de Montréal, le stade de Montréal, nous permet de faire l'intégration de l'école où chacun se déguise selon sa promo. Et il y a aussi le fameux festival pique-nique électronique qui a lieu tous les week-ends, du coup on n'a pas l'impression que l'été s'arrête. Et comme on dit là-bas, c'est plutôt le fun. Et puis niveau école, c'est vrai qu'on est pas mal lotis. Faut dire qu'ils ont un peu d'argent et que pour les portes ouvertes, ils peuvent aussi bien mettre une piscine dans le hall. Et en ce moment, c'est vrai qu'ils comptent installer une patinoire dans le campus. C'est plutôt cool. Voilà. Après, c'est vrai que les Québécois, ils aiment quand ça claque, avec les gros frigos, les grosses maisons, les grosses voitures avec du gros son. Et moi, je me suis un peu demandé, mais qui aura la plus grosse? Enfin. Du coup, je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de routine et pas beaucoup de stress parce qu'on a des bons week-ends, ça permet de peaufiner nos petits projets, mais surtout de voyager un peu dans les alentours, donc qui s'étend principalement au Québec et un peu autour parce que c'est très grand, faut l'avouer. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer et chaque week-end c'était très différent. Donc par exemple, lorsque c'était l'été indien, ce sont les couleurs chatoyantes des feuilles d'érable qui nous ont invités à faire une petite rando. Donc là, je vous avoue qu'on a plutôt dévalé les pistes de ski, il n'y avait plus de neige, comme des gamins. Et donc voilà, on est une bonne petite troupe et c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants étrangers à Montréal, dont une grande partie sont français. Donc voilà, je me suis retrouvée pas mal entre French guys, mais ça ne nous a pas empêché de faire beaucoup la fête, comme cette salle de concert qui est un des plus gros hotspots de la ville et qui se situe simplement à 4 pas de ma résidence. Donc pour vous dire, j'ai passé beaucoup de temps là-bas et dans d'autres soirées, et j'aurais bien aimé me dédoubler pour aller faire un peu tout, mais bon, j'ai pu écouter pas mal d'électro et de house, donc j'étais assez contente. Donc voilà. Comme vous voyez, c'est une ville qui regorge de gros événements. Et on a eu, par exemple, le droit à la course de caisse à savon de Red Bull. Alors, cette course a pour principe de réunir plusieurs équipes du Canada qui créent leur propre char. Et le but, c'était d'aller à fond la caisse, d'avoir l'ovation du public, parce que c'est super drôle, ou de se taper la plus grosse gamelle. Donc voilà, franchement, on rigole bien. Et bon, pour se reposer un petit peu, il y a le parc du Mont-Royal, qui est assez connu. Il culmine sur une grosse montagne, en fait, sur l'île. Donc c'est vraiment un écran de verdure qui est isolé de la ville, on se croira vraiment dans une petite forêt. Bon après, il faut veiller à ne pas y rester trop tard en période hivernale parce qu'il commence à faire nuit à 15h et c'est franchement pas les écureuils qui vont vous ramener pour aller souper.
Bon, voilà, là c'est pas poutine à la mer ou à la plage, hein, c'est poutine dans l'assiette. Alors, si vous n'avez jamais goûté, bah, vous ne saurez jamais pourquoi on a autant une addiction à ça. Parce que Ostit Chris et Corliss, c'est vraiment bon, et le fat, c'est vraiment fat le gras comme ça. Bon, j'ai aussi remarqué que les Québécois ils mangent un peu à toute heure et n'importe quand. Et c'est pour ça qu'il faut un peu éliminer. Et pour ça, il y a le crossfit. Donc dans mon école, j'ai des potes qui m'ont assez initiée à cette pratique. Donc comme vous voyez, hein, j'ai été la seule fille survivante après ces durs entraînements et ces dures courbatures. Et du coup, pour mettre en valeur mon nouveau record d'athlète, j'ai vite filé au salon du mondial du tatouage, qui est là, voilà. J'ai pu rencontrer ma tatoueuse préférée. J'ai beaucoup discuté avec elle, on a parlé de mon projet. Donc j'ai pris rendez-vous sur Londres et à mon retour de Montréal, je suis allée la voir dans les tréfonds de Londres et je suis revenue avec le dos tatoué. Et comme elle a dit, bah, je t'ai dépucelé du tatouage. Voilà, voilà. Bon, là on change un peu de sujet, c'est un petit caribou qui foutait sa tête dans la voiture parce qu'on lui donnait des carottes. Bon, je vous dis que les ours aussi ils aiment ça, c'est un peu bizarre, mais bon. Après, il y a tous ces potes qui ont débarqué, ils ont fait un peu toc-toc à la voiture. Et mes potes, moi, ont eu un peu peur et ils bramaient comme des cerfs. Allez comprendre pourquoi. Mais bon, franchement, c'était assez fun et on a bien fait de prendre l'assurance. Complémentaire, je vous le dis. Voilà, ensuite est arrivée la période d'Halloween. Donc c'est franchement comme dans les films parce que tout le monde creuse des citrouilles, se déguise. Il y a carrément une parade de zombies l'après-midi. Et puis en soirée, c'est vraiment l'éclate aussi parce qu'il y a des déguisements franchement incongrus, super drôles et hors du commun des mortels. Donc pour continuer les festivités, il y a eu Noël et avec ma famille, on est monté au nord du Québec pour aller faire 40 km de champ de traîneau. Et on a enfin découvert la neige qui était absente à Montréal, hein, parce qu'il faisait trop chaud. Pas de chance. Donc voilà, on a été accueillis par des gentils Québécois qui avaient un accent vraiment terrible parce que c'était un peu plus le nord. Et ils nous ont cuisiné de l'orignal qui a été chassé par le voisin la veille. Pour vous dire qu'on se souviendra de ce Noël. Voilà, et puis retour à Montréal, on a eu droit à cette petite neige qui a tenu quand même quelques jours. J'étais assez contente parce que j'ai pu enfiler mes moon boots que j'avais achetés un peu pour rien, faut le dire. Et puis j'ai un peu vu la valse bruyante des chasse-neige, c'était génial aussi. Mais bon, je me suis pas pelée, mais c'est vrai que j'aurais aimé vivre un peu dans les 40 cm, ça aurait été le fun. Voilà, donc conclusion de ce voyage, c'est que j'ai envie de repartir le plus tôt possible, c'est-à-dire en 5e année, je pense. Et je me suis rendu compte que ce pays, et le Québec en particulier, vraiment est un endroit dans lequel j'aimerais vivre parce que c'est vraiment dynamique, c'est proche de la nature, et puis les gens sont vraiment cool, voilà, je vous le conseille à tous. C'est clairement quelque chose qui va chauffer direct. Ça va chauffer et puis l'occasion Verlaine s'est présentée et du coup j'ai accepté directement. Parce qu'en fait ce que je voulais faire c'était à la fois découvrir une culture qui m'intriguait et aussi apporter mon aide aux gens et bâtir l'édifice et vous allez voir que c'est bel et bien le cas. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec des potes, on a entendu des bruits qui couraient sur l'existence d'une asso étudiante à l'INSA. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on n'a pas hésité, on a rejoint le mouvement directement pour trouver des financements et des orphelinats. Ce qui n'a pas été une partie de plaisir parce que des orphelinats en Inde, il y en a vraiment beaucoup. Des faux, des moins faux et quelques vrais, heureusement. Alors, après de longs mois de recherche de financement, nous voilà le jour J, arrivé à l'aéroport. Et là, clairement, on était encore beau, fringant, bien rasé et bien brossé parce qu'on ne savait pas du tout où on allait. On partait vers l'inconnu, on avait entendu beaucoup de choses sur le pays et on était vraiment impatients de partir. J'ai un peu essoufflé. Avec 9 heures de vol, on foule nos premiers pas sur le territoire indien. Et en fait, on savait qu'il y avait ce bus qui allait nous attendre pour nous amener à l'orphelinat. On pensait se reposer du voyage, sauf que ce qui s'est passé, c'est que pour faire 200 km, on a mis 11 heures à rouler à 2 à l'heure avec un chauffeur qui klaxonnait toutes les 5 secondes. Donc c'était un petit peu compliqué de se reposer pour arriver là-bas. L'orphelinat qui est devenu notre maison. Et là, on était vraiment partagés entre à la fois la fatigue du voyage et l'accueil de fou qui nous était réservé. Parce que dans le fin fond du trou de l'Inde, des blancs, c'est pas ce qui court les rues.
Et du coup, dans la rue, on se faisait prendre en photo tout le temps, sans aucune gêne, genre comme ça, direct en face. Il n'y a aucun problème pour eux. Vraiment aucun. Et donc, comme je vous ai dit, on était vraiment fatigués, donc on passait se reposer en arrivant. Donc là, on arrive pour qu'ils nous montrent nos chambres, et ils nous montrent 2 petites chambres à partager à 14, sans lit, sans matelas, sans rien du tout. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On décide de se coucher par terre et de passer une nuit totalement blanche, ce qui nous a permis de prendre nos premiers délires en Inde. Premier délire, premier repas en Inde. Alors ce qui s'est passé, c'est que des repas en Inde, on a dû en manger approximativement 2 différents. C'est assez classique, il y a du riz, les petits pois et la sauce. Bon, on va parler de la sauce. Vous savez tous que la nourriture en Inde, c'est ultra épicé. Du coup, est-ce que vous savez ce qui s'est passé après ça? Alors, Élie tout à l'heure vous a parlé de ce grand philosophe du monde de Théogal qui vous racontait ce que c'était que le courage. Je crois qu'on a une première illustration ici. Il faut savoir sérieusement que la chasse, en fait, au début, c'est marrant parce que c'est explosif et ça s'en va et ça revient. Et en fait, si vous la gardez jusqu'en décembre, alors vous êtes rentré en France en août, ça devient pénible à force. Il y avait aussi la mousson en Inde. Ça, c'était super marrant, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a plu qu'une fois pendant 1 mois, mais ça a duré 1 mois. Et là, c'était vraiment quelque chose avec lequel il fallait s'habituer parce qu'on faisait des chantiers toute la journée, du coup, on était sale et on pouvait pas se laver. On était sale tout le temps pendant 1 mois. Mais bon, c'est vraiment des choses avec lesquelles il faut s'habituer, comme tous les trucs de dingue qui vous arrivent là-bas et que là-bas. Imaginez-vous, vous voulez prendre un taxi, le mec il vous dit 500, vous dites 50, il accepte direct en 1 seconde, et vous montez dedans à 6 ou 7, alors qu'à 3, normalement vous êtes déjà serré, puis il roule comme un fou, évidemment. Mais bon, après, à part ça, le plus quart de notre temps, on le passait avec les enfants, une fois qu'ils rentraient de l'école. Et là, c'était vraiment exceptionnel, parce qu'on voyait très bien que facilement on arrivait à leur donner le sourire. Et en fait, c'était vraiment ça qui nous permettait de trouver de la force pour nous lever le matin et de remuer des cailloux sur le chantier. Et oui, parce qu'on était venus travailler quand même, il ne faut pas l'oublier, c'était un stage ouvrier. Donc ce qu'on a fait pour un premier chantier, c'est qu'on a dallé tout un espace pour ce qui est devenu un terrain de jeu pour des enfants, avec cette brave équipe de maçons. Ils essayaient de nous diriger, on comprenait absolument rien à leur saucisse, et on comprenait surtout qu'ils aimaient bien avoir des petites françaises en plein effort. Ça, par contre, on avait compris. Second chantier, on a fait un mur. J'espère que vous voyez bien ce mur. C'est ce mur qui m'a orienté vers le génie civil. Du coup, d'autant plus que j'y ai pas participé du tout. Il y a un énorme rocher qui m'est tombé sur la main dès la première heure de travail. J'ai perdu mon ongle. J'ai passé mon temps à l'infirmerie et voilà. L'infirmière m'a manqué beaucoup après la fin du séjour. Et heureusement qu'on a rencontré cet homme. Je tiens à parler de cet homme parce que c'est vraiment grâce à lui qu'on a réussi à s'adapter à la culture indienne. Genre on a compris que les Indiens étaient à la fois nonchalants, feignants, tranquilles et rigolos. Parce que lui, il nous disait tous les jours qu'il y aurait un camion qui viendrait cet après-midi, le lendemain. Et le camion n'est jamais venu. Ce qui fait qu'on attendait. Et pendant qu'on attendait, des fois on prenait le temps de visiter un petit peu. Il faut savoir qu'on était dans le district du Nilgiris, et c'est là qu'il y a toutes les plantations de thé, une énorme réserve de thé. Il y en a à perte de vue sur pleine montagne, et c'est vraiment un paysage, il faut vraiment le voir pour comprendre la taille et l'immensité du truc. Quoi. Vraiment extraordinaire. Parlons des pousse-pousse. Alors les pousse-pousse, en fait, c'est juste un gars qui est sur un vélo. Mais le gars, quand vous le voyez, vous vous dites jamais il va réussir à vous tracter pendant des kilomètres. Il est minuscule, il fait 3 kilos. Et en fait, il commence à pédaler et vous vous rendez compte qu'il galère comme un porc, mais au final, il arrive à bouger. Mais conclusion, c'est quand même un moyen de transport très utilisé en Inde. Et l'Inde, c'est quand même aussi le pays du dépaysement pour un Européen comme moi. Genre, ça, c'est New Delhi, 20 millions d'habitants. Vous pouvez voir des chèvres en plein centre-ville, des éléphants qui ramassent des branches d'arbres. Du coup, vous pouvez passer d'une rue à l'Europe, parce qu'il y a des gens bien habillés, à l'autre rue, c'est totalement l'Inde, et vous pouvez voir des éléphants en plein centre-ville. Et ce voyage, au final, pour moi, ça a vraiment été une opportunité de découvrir des choses que j'aurais jamais pu voir dans mon quotidien de pilier occidental. Des choses cool et moins cool. Et au final, ça vous permet de faire un point sur vous-même et de vous remettre en question. Voilà, merci de m'avoir écouté.
jamais parti en Erasmus, les stages sont l'opportunité de nourrir ma soif d'aventure et de voyage. Octobre 2014, je reviens d'un stage de 3 mois du Chili. Étudiante en statistique, je ne rêve que d'une chose, repartir. Malgré l'enjeu du stage de fin d'études pour l'insertion dans la vie professionnelle, je rêve d'un truc grandiose. Alors je me mets à chercher. Je fais beaucoup de recherches. En statistique, on peut partir faire de la finance à Singapour, j'en avais pas vraiment envie. Faire de l'analyse marketing à Bali, ça commençait à m'intéresser. Bref, je cherchais une pépite d'or et j'y croyais vraiment. Alors du coup, j'ose répondre à une offre sur l'analyse des maladies du caféier au Costa Rica. L'audace, le culot, la détermination, je ne sais pas. Mais un Skype et quelques mails plus tard, et c'est dans la poche. Contrat français, billet d'avion payé, le top. Donc après 18 heures de voyage, je me retrouve en beau milieu du Costa Rica. Alors moi, l'avion, ça me chamboule complètement, je réalise absolument pas. Très vite, je me rends compte que j'ai 3 tuteurs. Moi qui avais peur de la recherche pour son côté solitaire, une belle claque. Et puis je file très vite dans les champs de café pour comprendre les chiffres qui se cachent derrière mes colonnes Excel. Et vous verrez que comprendre tout ça, pour moi, c'était pas très simple, parce que le fruit d'un café s'appelle une cerise. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Alors voilà, j'apprends, je m'adapte, je découvre, j'adore. Par contre, je n'aime toujours pas le café. Et puis, au bout d'une semaine, mon tuteur bolivien rigole à ma première blague en espagnol, donc là, grand moment de bonheur et de satisfaction. Le rire est universel, le mien communicatif, me voilà sauvé. Par contre, le climat, c'est pas universel. Bonjour la moisissure, adieu petites chaussures en cuir. Et puis très vite, du coup, je comprends pourquoi il y a une ampoule qui chauffe mon placard. Parce qu'en fait, sécher mes affaires est un vrai casse-tête. Mais malgré tout ça, on profite, on découvre, et je peux vous dire même qu'on troque nos kawaii contre des sacs poubelles, car c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Tadadam. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rarement été seule durant ces 6 mois. En fait, ce campus est une énorme communauté. Je partage la cuisine avec 20 étudiants de tous horizons. Alors, plutôt que de vous montrer 20 personnes à table, je me suis dit que j'allais vous montrer ma chambre. Vous imaginez un pilotis sur l'eau, peut-être? Mais en fait, au Costa Rica, une chambre, c'est tout petit. C'est 4 mètres carrés. 2 mètres carrés pour le lit, 1 mètre carré pour le bureau et 1 mètre carré pour y accéder. Et vous rajoutez un rideau en guise de porte avec sa coloc. Donc voilà, une vraie communauté, comme je vous disais, il n'y a pas que des humains. Donc il y a aussi les cafards dans les placards, ou le serpent quand tu te laves les dents, ou sinon le crapaud sur le bureau. Une vraie communauté. Et il y a aussi cette montagne là qui veille sur nous, ou plutôt ce volcan actif réputé pour sa possibilité d'éruption de fumée, je ne sais plus comment on dit. Du coup, on se posait souvent la question, en fait, parce que c'était de fumée foudroyante. Donc c'était la question, et toi, si tu aurais 6 minutes à vivre, quelle position tu prendrais? Qu'est-ce que tu ferais? Bon voilà, les surprises, les imprévus, c'était bien chouette. Et puis un lundi matin, 7h du mat, je me fais réveiller par la tondeuse, banalité. Donc la tête dans le pâté, je vais prendre mon petit déj, et là je vois un oiseau. Puis j'ouvre les yeux. Ah, un toucan! Ok. Voilà les bonnes surprises. Et puis il y a aussi les moins bonnes surprises. On part en week-end pour aller voir des tortues, que nous n'avons jamais vues. Et on cherche un hôtel dans un endroit pas du tout touristique, on cherche un truc pas cher, un accueil derrière des grilles, bon ok, mais c'était pas cher, c'était cool. Des lits simples, un protège-matelas chelou, des capotes partout, ah ok, on est dans un hôtel pour les prostituées. C'est pas grave, on a réussi à dormir et puis on est parti. Et le transport au Costa Rica, c'est quelque chose, c'est la roulette russe en fait. Soit vous avez le bus de luxe avec la clim à fond en mode frigo et vous êtes en débardeur donc c'est la merde. Et sinon, vous avez les bus folkloriques de la côte caraïbe. Ça n'égalera jamais le Nicaragua avec la foire fouille ambulante, c'est-à-dire des vendeurs de tout, mais surtout n'importe quoi. Mais très vite, vous êtes rassurés parce qu'à chaque fois que vous passez devant une église, la moitié du bus fait un signe de croix. Donc, on est très vite en sécurité. Mais bon, malgré les 30 km/h de moyenne des bus, des fois ils ne s'arrêtent pas, ou alors il n'y en a pas de bus. Donc je deviens une grande aventurière et je tends mon pouce. Et à chaque fois, c'est des chouettes moments de rencontre quand même, et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Et du coup, je sais plus ce que je devais dire au début de cette diapo. Alors, la vie pure, en fait, c'est le slogan du Costa Rica. C'est un pays à la biodiversité épatante, et aussi un système de tri bien développé que je me devais de vous présenter. Et au début de la diapo, je devais vous dire que j'ai retrouvé un quotidien... allez, on va zapper, ce sera plus facile. Donc vous me demandez si des choses ne m'ont pas manqué. Alors en fait, le chocolat, j'avais triché. Je suis partie avec 1 kilo. Mais bon,
L'avantage d'être sur un campus multiculturel, c'est que quand tu vas à reculons à une soirée un dimanche soir, après avoir fait 20 minutes dans la boue avec un sac poubelle, et bien tu tombes sur le meilleur gâteau au chocolat que tu n'as jamais mangé de ta vie. Bref. Donc je suis une scientifique dans l'âme, mais aussi très bavarde. Donc mon cerveau chauffait quand même quotidien en espagnol, mais j'étais en train de rédiger mon rapport de stage en anglais, et mon cerveau était toujours français. Autant vous dire que j'étais devenue un vrai robot. Mes phrases, par moments, ne ressemblaient à rien. Mais bon, je m'en suis très bien sortie. Et puis il a fallu revenir. Alors avec mes nouveaux yeux, je suis retournée au supermarché. Et puis là, je suis tombée sur des ananas du Costa Rica, à 1 €. C'est-à-dire le même prix que ce que je payais là-bas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je me suis fait arnaquer pendant 6 mois où la mondialisation n'a pas que du bon. Bref, question restée sans réponse. J'ai filé au rayon beurre en écoutant Enrique Iglesias, ça m'a réconforté. Et puis dernièrement, je lisais un article qui disait « Le modernisme rend moins heureux ». Alors au fond, je crois que dans cette expérience, je voulais en savoir un peu plus sur moi, qu'est-ce qui me rendait vraiment heureuse. Bref, changer d'air, d'environnement, pour savoir qui j'étais. À l'image d'une plante, si tu lui casses son pot, où est-ce que vont ses racines? Et du coup, comme je suis la dernière, j'ai un peu de temps. Et alors vous aussi, jetez-vous à l'eau, même si vous rencontrez quelques barrières sur la route de votre rêve.